Regardez ce rappel des faits, il est signé Inès de la Motte Saint-Pierre. Voici Maurice Herzog porté par deux de ses camarades qui a la main droite complètement entourée de pansements et les deux pieds. Le 17 juillet 1950, la France fête le retour de celui qui va bientôt devenir un mythe pour son pays. Maurice Herzog, chef de la première expédition à avoir conquis un sommet de plus de 8000 mètres. La nouvelle est tombée un mois plus tôt, le 3 juin. Maurice Herzog et le guide de haute montagne, Louis Lachenal, ont atteint le sommet de l'Annapurna. Entre les années 20 et 40, une trentaine d'expéditions, pour la plupart anglaises, italiennes ou allemandes, ont tenté en vain de réaliser cet exploit dans l'Himalaya. 10 ans après la défaite de 40, ce succès français redore le prestige du pays. Mais Maurice Herzog paye cher cette prouesse. Il est amputé de ses doigts et d'une partie de ses pieds. Très vite, cet ancien résistant devient un héros national. Maurice Herzog, on peut dire que vous avez réalisé cet exploit à la française. Vous avez apporté à notre pays un peu plus de gloire encore, et de ceci nous vous sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Monsieur le Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Les journaux de l'époque élèvent Herzog au rang d'icône et laissent dans l'ombre ses compagnons de cordée. Paris Match, qui a négocié l'exclusivité des photos de l'expédition, le fait apparaître seul, en une. En 1951, Maurice Herzog raconte sa version de l'aventure dans Annapurna, premier 8000, best-seller vendu depuis à 15 millions d'exemplaires. 2 ans plus tard, Maurice Herzog se met en scène en ouverture du film de Marcel Ichac, intitulé Victoire sur l'Annapurna. Me voici en montagne à nouveau. Et c'est ce même piolet que j'ai au sommet de l'Annapurna quand j'en réussis l'ascension avec mon camarade Louis Lachenal. Pour la première fois ce jour-là, des hommes ont atteint une cime de plus de 8000 mètres. En 1958, Maurice Herzog est nommé haut-commissaire, puis secrétaire d'État à la jeunesse et au sport par le général de Gaulle. Maurice Herzog, qui a aussi été maire de Chamonix et député de Haute-Savoie, est aujourd'hui âgé de 93 ans. Voilà, ça c'est la légende dorée de Maurice Herzog. Vous racontez, félicitez Herzog dans ce livre, Un héros, sorti il y a maintenant 1 mois. Chez Grasset, vous racontez, vous, toute autre chose, vous racontez une autre histoire, l'histoire de mensonges au pluriel, l'histoire d'une fraternité fusionnelle entre une sœur et son frère, l'histoire également d'un homme que vous qualifiez de cannibale du sexe. Un livre, ça peut frapper parfois aussi violemment que le piolet qu'on a vu tout à l'heure, hein, entre les mains de votre père sur les images. Est-ce qu'il l'a lu, ce livre, votre père? Et si oui, comment a-t-il réagi? Il l'a lu et il a réagi de manière un petit peu variable, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien s'il l'a vraiment complètement compris ou s'il a cherché à le comprendre. Je crois que ça ne l'atteint pas. Ça ne l'atteint pas? Non. C'est un petit meurtre littéraire, hein, ce livre. Il y a des assassinats de papier aussi qui existent. Vous affirmez qu'il n'est pas l'homme qu'il prétend. Qui est-il donc, votre père, ce héros national? Vous savez, quand j'étais enfant, on me disait, voilà ton père, ce héros au sourire si doux. On voyait bien, mon frère et moi, que dans la vie familiale, ça n'était pas le cas, puisque d'abord il était là par intermittence, et ensuite il faisait preuve d'une assez grande insensibilité, d'une grande passion effectivement pour les femmes. Mais par ailleurs, mon frère était assez étrange, très fragile. Bon, ça c'était enfant. On me disait, voilà, il ne faut pas parler. Oui, parce qu'il y a aussi le poids qu'évoquait Boris Cyrulnik du contexte familial. On ne parle pas dans cette famille-là. Ensuite, adolescente, les traits se sont forcés. Mon père était toujours égal à lui-même. Mon frère était par ailleurs de plus en plus violent, de plus en plus étrange. On me disait, mais surtout, tu ne peux pas parler, tais-toi. Voilà. Donc on ne pouvait pas récuser cette légende de l'Annapurna. Et je crois que finalement, il y a une victime dans cette histoire qui est mon frère. Une victime d'un mensonge ou plutôt d'une histoire réécrite. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire un roman et pas des mémoires, parce que je considère que le roman dit la vérité alors que les mémoires la cachent.
Nous sommes dans une famille de mémorialistes. Et à chaque fois, finalement, les mémoires réécrivent l'histoire. Ça, c'est votre histoire. Hein. Oui. Vous dites effectivement qu'il faut pour ça comprendre l'autre branche de la famille, pas celle de votre père, Oui. mais celle de votre mère. Grande famille, noble, peut-être un peu moins noble, si vous me permettez, pendant la période de l'occupation. Votre grand-mère, arrêtée, incarcérée en 1945 pour intelligence avec l'ennemi, comme on disait à l'époque. À plusieurs reprises, hein, vous faites le portrait d'une famille violemment antisémite, une vieille famille qui a l'habitude de réécrire justement l'histoire de sa lignée. Qui bannit sa fille, ma mère, parce qu'elle avait épousé un juif en première noce. Alors, et pas 10 n'importe ans. quel juif, si vous permettez, parce que c'est un juif résistant, Oui. Simon Nora, hein, qui aura été effectivement dans le maquis du Vercors, très jeune. Donc c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. La résistance. Ce que je cherche à expliquer dans ce roman, c'est comment est-ce qu'on fabrique de la folie. Voilà, c'est ma vision, ma lecture des choses. C'est que la folie extrême dont a été victime fatalement mon frère aîné, mon seul frère, qui a erré dans toute la France pendant 3 mois, dans les derniers mois de sa vie, retrouvé par la police, complètement délirant, dans des conditions absolument terribles. J'ai cherché à partir de cette horrible tragédie qui est chose qui existe dans la population française, la schizophrénie, ça existe. J'ai cherché à remonter dans le temps et d'essayer de démonter quelle était la mécanique familiale qui avait pu permettre, dans un univers extrêmement cultivé, extrêmement aisé sur le plan matériel, de laisser une telle défaillance se produire. Et on a le sentiment, à vous lire, Félicité Herzog, qu'il y a 2 choses parallèles. Il y a d'une part la mécanique de la famille. Ça, Nathalie Reims en parle beaucoup aussi hein, dans son livre. Famille qui finalement n'était justement la confession juive d'un côté, catholique de l'autre, n'est pas si différente. Et puis de l'autre côté, il y a votre père et le mensonge, l'imposture. Quand vous dites qu'il y a eu imposture, pardon, sur la question Oui. de l'Annapurna, qu'en réalité, tout ça repose sur une supercherie, un mensonge. Alors, Quelles si sont vous me vos permettez, preuves je cherche je n'ai qu'une preuve, c'est mon imagination, puisque c'est l'imagination qui crée la mémoire. Oui, ça vous arrange bien, ça. Merci, Maurice Cyrulnik. Le roman permet de s'affranchir de quelques problèmes techniques. Non, ce que je cherche à établir, c'est que effectivement, il y a une forme d'imposture, de suspicion, de doute, de mensonge, de cécité. Et je pense que tout ça vient de la guerre, que ces mythes familiaux, qu'ils soient des mythes de l'Annapurna, de l'expédition d'Annapurna, qui sont des mythes nationaux, ou alors des mythes familiaux, la filiation, le lignage, le confinement dans des châteaux et des propriétés sublimes, mais au détriment de toute humanité, c'est le produit de cette France de Vichy sur laquelle nous ne pouvons toujours pas, dont nous ne pouvons toujours pas parler. Je pense ça très profondément, que nous sommes dans un pays qui est malade de sa mémoire. Toujours, et qui ne parvient pas à revenir sur la scène initiale, qui est celle d'une France qui n'a pas pu s'opposer. Et je dis ça parce que le héros, la statue de héros qu'on a créée autour de mon père, presque malgré lui, parce qu'il est presque une victime, c'est une statue de surhomme. C'est un dont la miroir. société française, Oui. pardon de vous couper, avait besoin à l'époque Absolument. pour se réconcilier avec elle-même. C'est un miroir du surhomme nazi, fasciste. On a voulu créer, cette France post-Vichy pétainiste a voulu créer une chose énorme qui pouvait restaurer l'ego français. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, 62 ans après, on vit toujours avec cette lecture de 1950, et je pense que cette imposture, cette manière de s'arranger avec l'histoire a fracassé mon frère, littéralement fracassé, victime collatérale, qui devait être l'héritier de cette chose énorme et monstrueuse qui sonnait faux. Enfant, ça sonnait faux sans arrêt. Pardon, un exemple très très précis, parce que quand vous évoquez tout cela, vous parlez aussi dans ce livre, alors évidemment c'est un roman, de ce que vous appelez, vous, un pacte
un pacte entre votre père, Maurice Herzog, et puis Louis Lachenal. La scène se déroule en 1950. Il s'agit d'aller donc jusqu'au sommet de l'Annapurna. Et évidemment, les deux hommes vont mourir. Et Lachenal lui dit « Bon, allez, finalement, je te prends en photo, hein, et puis on dira que tu l'as fait. Mais on redescend, on va crever. » Que s'est-il passé réellement? Je rappelle que Louis Lachenal est mort en 1955 et que des Louis carnets Lachenal, ont été publiés il y a quelques années dans lesquels... Mais ses mémoires ont disparu. Il a, juste une petite rectification, il a perdu les phalanges de ses pieds, Louis Lachenal, donc lui aussi a été très mutilé. Je réécris cette scène, c'est une polémique qui date d'il y a 15 ans. On sait qu'il y a une sorte de doute tenace et dérangeant sur ce sommet. En général, sur les expéditions dans l'Himalaya, on a des preuves, on n'a pas de doute de cet ordre. Et là, finalement, la personnalité de mon père, cette incapacité à être dans la vérité ou dans la responsabilité de ses actes, me donnait le sentiment que quelque chose s'était produit sur ce sommet qui n'était pas net. Donc intuition de romancière ou de fille? Intuition de fille romancière, et là je suis comme je tente d'être comme un peintre. C'est pour ça que j'appelle ça un roman qui choisit sa scène, ses lumières, et on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans la réalité. Je sais que ça m'a été reproché, on m'a dit, voilà, vous faites ça pour de la vengeance, par haine. Moi, il n'y a pas de haine, il y a de l'émotion, il y a une très grande colère contre cette société qui ne veut pas. La rage, la colère. Oui, cette colère et ce désespoir, parce que j'ai vu ce garçon couler sous mes yeux, se noyer littéralement dans la folie, alors que nous étions dans une société qui devait identifier ce qui se passait. Donc voilà la colère. Vous avez lu ce livre, comme beaucoup de gens, un livre qui rencontre déjà un très beau succès, tout à fait mérité par ailleurs. Quand vous entendez Félicité Herzog raconter ainsi les choses, qu'est-ce que ça évoque pour vous, à la fois lecteur et puis évidemment neuropsychiatre? Alors le lecteur a été très intéressé par ce livre, très agréable et très intéressant, très stimulant. La France, dans les années 50, avait besoin de héros, parce que la France avait été humiliée et pas très glorieuse pendant la guerre de 40, et c'est vrai que la collaboration, qui n'a pas concerné un grand nombre de Français, mais a quand même été une tâche, et surtout le gouvernement. Quand même, oui. Ma grand-mère était... était dans les milieux pro-vichysois, et je vous assure que ça n'est qu'aujourd'hui que dans ma propre famille, un certain nombre de ses membres l'ont appris. Alors, attendez, je voudrais qu'on quitte le débat historique, parce que il a aussi été tranché, mais d'un autre côté, ce qui m'intéresserait, Boris Cyrulnik, c'est de savoir quel regard vous portez sur cette question. Finalement, ce sont les émotions, les souvenirs de Félicité Herzog sur son père. Quand vous écrivez, vous, par exemple, que, je vous cite, personne ne donne la même signification à un même fait. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur ce roman, quand on le lit à l'aune de ce que vous venez d'écrire? Eh bien, Maurice Herzog a été candidat héros, ce qui est un signe de pathologie sociale. C'est-à-dire qu'une société en paix n'a pas besoin de héros. Dès l'instant où une société a besoin de héros, c'est qu'elle souffre, qu'elle est malade. Donc il se trouve qu'il y a eu des candidats et que Maurice Herzog a été héroïsé. Alors, comme vous l'avez dit vous-même, peut-être qu'il a été dépassé, il a sûrement été dépassé par l'image dont avait besoin la société. Alors, quand une société en paix, quels sont les héros d'une société en paix? Zidane, Sœur Emmanuelle. Donc ça veut dire qu'on a besoin de grands frères, on a besoin de petits héros. Là, on avait un héros, c'était la Lune, l'Annapurna à cette époque-là. C'était la Lune, et puis c'est un héros martyr, il est mutilé. C'est terrible à dire. Franchement, pour moi, ça a été terrible d'écrire ce livre. Il faut vraiment le comprendre, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est très très douloureux, et c'est vraiment, j'ai seulement l'idée d'expliquer, de faire prendre conscience de cette maladie qui a affecté mon frère. Mais c'était un homme qui, ça m'a beaucoup intéressé tout à l'heure, vous avez dit qu'il s'était retranché de son humanité, qu'il avait le sentiment de ne plus faire partie de la société des humains, d'avoir perdu forme humaine, comme il me l'expliquait enfant, dans l'intimité familiale, qu'il se projetait dans Elephant Man. Mon père pensait qu'il était
et F-Antoine. Et tout est dit à travers ça. Comment ne pas se sublimer à travers une extraordinaire fable? Le problème, c'est comment est-ce que vous transmettez ça à vos enfants? Et moi, je pense que mon frère aîné n'y a pas survécu. Voilà, on n'a peut-être pas besoin de héros, en tout cas on a besoin de romanciers et de romancières. Un héros roman, donc, aux éditions Grasset, sous la signature de Félicité Herzog. Premier roman.